Ce typhon qui s'appelle Agopit a peu marqué les esprits. Alors normalement, ce typhon devait avoir une vitesse et une force plus importantes que celui de l'année dernière qui s'appelait Haiyan, qu'on appelait là-bas d'ailleurs Yolanda, qui avait détruit entièrement la ville de Tacloban, ainsi que les villages tout autour. Et l'Association catholique des infirmières et médecins, dans sa filiale de l'Asie, qui s'appelle Assimasia, avait été dès que possible sur les lieux, et nous-mêmes, nous étions arrivés 1 mois et demi après, et nous avons vu quelque chose de tout à fait extraordinaire que personne ne verra plus dans sa vie, c'est-à-dire en réalité une ville entièrement détruite, transformée en amas de béton, de planches, d'arbres, de poteaux télégraphiques, tout ce qu'on peut imaginer. Alors bien sûr, les gens vivaient dehors, sous la pluie, ils vivaient dans la boue, il y avait des tentes qui avaient été montées plus ou moins bien tout autour de l'aéroport, et c'était la misère totale. Alors nous, qu'est-ce que nous avons fait ? L'an dernier, nous avons eu la possibilité, dans ce qui s'appelle l'Astrodrome, de travailler en tant que médecin, nous étions une douzaine, et nous amenions bien sûr les traitements médicaux et éventuellement nous donnions à manger à ceux qui avaient faim ou qui avaient besoin d'une aide de cette nature. Mais comme nous étions très très nombreux, puisque nous étions à peu près 115, nous sommes investis dans la reconstruction d'un certain nombre de maisons et aussi d'une chapelle qui allait nous servir durant toute l'année pour prendre les relais des soins des gens que nous avions vus durant cette mission qui s'appelait Rosa Mystica, du début de cette année 2014, en février. Et sur ce arrive ce nouveau typhon. Alors bien sûr, nous sommes extrêmement inquiets parce que le typhon devait se diriger primitivement sur une avancée qui n'était pas tellement large, c'était seulement une centaine de kilomètres au maximum, mais par contre, on annonçait des rafales de plus de 300-350 km/h, ce qui était bien supérieur à ceux qui s'étaient révélés lors du typhon précédent. Donc, ce typhon devait passer exactement au même endroit à Tacloban. Nous avions à cette époque-là une équipe qui se trouvait sur la côte ouest de l'île de Leyte, qui se trouvait en fait face au typhon, et ça s'appelle Bateau, où nous avions installé déjà l'an dernier un camp de réfugiés. Donc il y avait une équipe qui était là, et il y avait une équipe qui était à Tacloban. Que pouvait-elle faire, sinon se mettre dans la chapelle et prier ? Et puis essayer de voir s'il y avait moyen d'envoyer des volontaires se replier dans les montagnes, se replier dans les campagnes. Tout ça dans une certaine improvisation, notamment du gouvernement. Et il y avait une troisième équipe qui était sur l'île jointive qui s'appelle Samar, c'est une abréviation de Santa Maria. Et c'est une curiosité parce que Tacloban, la ville elle-même de Tacloban, ou plus exactement ses faubourgs, sont reliés à cette île par un gigantesque viaduc qui fait 2,3 km et qui serpente entre les îlots. Cette équipe était partie là, et quand le typhon s'est abattu, le typhon à la dernière minute s'est détourné vers le nord, et en fait s'est détourné vers cette île de Samar, mais qui est tout à côté, c'est pas à 30 km, c'est à 10 km. Et c'est cette île qui va être complètement ravagée. Ceci dit, beaucoup de gens s'étaient réfugiés effectivement un peu à droite et à gauche, et le nombre de morts a été relativement modeste. Il a été estimé à peu près à 25 morts, mais ça c'est absolument faux, puisque nous sommes allés dans une école où il y avait déjà eu 8 morts, rien qu'à un seul endroit.
c'est toujours la même chose. Là-bas, il faut savoir que les gens ne sont pas toujours inscrits à l'état civil et pratiquement dans tous les cas, quand nous prenons en charge un malade qui est un enfant, nous sommes obligés de commencer par passer par la mairie pour l'inscrire à l'état civil, car il est inconnu. Des adultes aussi. Alors évidemment, ces gens-là, quand ils meurent, quand ils sont noyés, n'entrent absolument pas dans les statistiques, ils sont strictement inconnus, et comme en général ils habitent le long des fleuves dans des conditions lamentables ou le long de la mer, ils sont noyés et tout le monde les a déjà oubliés. Alors le typhon s'est abattu sur Samara, mais le problème c'est que c'est une île qui est relativement plate et en quelques heures, la totalité des cocotiers et des arbres ont été arrachés, ainsi que les moissons. Et la capitale a été tout de suite coupée du monde, et les destructions actuellement sont à peu près identiques de celles de Tacloban, dans une ville qui est plus petite. Donc, il y a énormément de travail à faire, mais le problème, c'est qu'au bout de 4 jours, tout le monde avait déjà oublié qu'il y avait eu un typhon. Or, le nombre de personnes qui avaient été déplacées de l'île de Samar était de 1 800 000. On en a compté même plus. 1 800 000 personnes qui sont revenues chez eux et qui ont trouvé rien. Plus de maison, plus de moyens de subsistance. Or, pour beaucoup de raisons, mais en partie historiques, le gouvernement s'est toujours méfié de Tacloban, de l'île de Leyte et de sa voisine. C'était des gens qui étaient très catholiques et qui soutenaient énormément les régimes catholiques et notamment celui de Marcos. Et on les a accusés d'avoir fait assassiner, je parle des gens de Tacloban, le père de l'actuel président, qui était le père aussi de Corazon Aquino, qui a été une très très excellente présidente, une sainte. Donc on s'est toujours méfié un peu, et quand on a été à Tacloban, on a été surpris parce que on a vu des soldats américains, on a vu des soldats coréens, mais il n'y avait plus de soldats du pays, plus de soldats philippins. Or, il y a 1,5 million de Philippins qui sont sous les drapeaux, essentiellement pour combattre les musulmans. Et nous n'avons pas vu d'aide pratique, malheureusement, de la police, oui, mais de l'armée, non. Alors, la situation est la suivante, c'est que tout le monde a déjà tout oublié, et c'est maintenant que les gens commencent à mourir. De quoi meurent-ils? Ils meurent de faim, ils meurent de maladie, ils meurent parce qu'ils n'ont plus de toit, parce qu'ils vivent dans la boue, qu'ils sont sensibles à toutes les maladies infectieuses possibles. Et c'est maintenant que commence l'histoire de Samar, à laquelle nous allons aller pour porter aide. Alors nous sommes déjà une dizaine de médecins européens, mais il y a aussi bien sûr des Philippins, des Coréens qui vont venir, Vietnamiens. Il va y avoir une concentration de médecins qui va nous permettre de travailler dans des conditions les meilleures possibles. Alors on critique beaucoup les organisations caritatives parce que tout simplement ces organisations ont des frais de fonctionnement absolument colossaux. Et que par exemple pour l'AFM, il faut déjà 1 an, quand on a payé tous les gens qu'on doit payer, y compris le salaire de la présidente, qui est absolument exubérant, incroyable. Donc c'est au bout d'1 an qu'on commence à donner de quoi pour la recherche et pour soigner les gens. Nous, tout va directement chez les malades, pour soigner les gens. Nous avons soigné des cancers, nous avons soigné des tuberculoses en grande quantité, des cas désespérés, vraiment des choses difficiles, le tout venant étant constitué bien sûr par l'hypertension et le diabète qui est dû à la famine. Or, notre grande force, c'est d'avoir une équipe
qui a pérennisé les soins, parce qu'on me dit toujours, ah bah oui, vous passez 8-10 jours là, après ça, vous rentrez chez vous, c'est terminé. Ben non, nos soins continuent. C'est la raison pour laquelle je demande à tous une aide en sachant que, aussi minime soit-elle, elle permettra à sauver la vie d'enfants qui sont en train de mourir actuellement. Merci bien.